Si j'ai proposé cette thématique, notre environnement, la biodiversité, notre santé, c'est que c'est une thématique centrale actuellement dans les politiques qui se dégagent au niveau international et au niveau européen. On verra pourquoi l'idée de One Health qui a été lancée, le concept de One Health lancé par l'OMS et qui vient d'être repris de façon très importante par l'Union européenne avec des projets comme le Green Deal qui vont théoriquement amener à une modification de notre relation avec notre environnement. Mais je démarrais bien avant notre période actuelle, à l'Antiquité, avec un peu d'histoire, très peu, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ça vient d'Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ. Donc l'Hippocrate, disons le patron des médecins, hein, et qui a écrit un traité qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet, hein, traduit bien sûr, et qui dit dans ce traité en particulier que pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. Hippocrate, il avait déjà compris que la santé était liée à l'environnement, ce qu'on appelle actuellement la santé environnementale. Alors en fait, il a fallu attendre près de 2000 ans, plus de 2000 ans même, pour que ça devienne une préoccupation essentielle. Ce qui ne veut pas dire que, pendant les 2 millénaires en question, on ne se soit pas préoccupé de la relation entre l'homme et l'environnement, hein, bien évidemment. En particulier, on trouve au Moyen-Âge, et puis ensuite, quand les villes ont commencé à se constituer, et plus particulièrement au XIXe siècle, cette préoccupation de l'hygiène, la qualité de vie dans un environnement qui se dégradait à cause de l'urbanisation galopante. Mais c'est donc à la fin du 19e et surtout au 20e siècle, avec l'ère industrielle, que cette dégradation de l'environnement est devenue un problème majeur. De sorte que l'Organisation mondiale de la santé, à travers un certain nombre de conférences internationales à la fin du 20e siècle, a incité les gouvernements à travers le monde à prendre des dispositions qui fassent en sorte de préserver à la fois l'environnement et la santé. Et c'est donc à travers ces discussions d'experts, mais associés à toutes les parties prenantes, les politiques, les ONG, que ce concept de santé environnementale a été élaboré. Et donc dans la définition de l'OMS, il est dit que la santé environnementale, eh bien, c'est la santé qui comporte les aspects de la santé humaine et des maladies qui sont déterminées par l'environnement, dont les déterminants socio-économiques. Alors, il se trouve que la France a mis un peu de temps, hein, incitée par l'Union européenne, à développer des actions dans le domaine de la préservation de l'environnement et de la santé. Et c'est seulement en 2004, hein, c'était la période chiracienne, quand Chirac était président, en 2004, que le premier plan national santé-environnement a été élaboré. Il se trouve que j'ai fait partie des experts, on n'était pas trop nombreux, une quinzaine à peu près, qu'on avait sollicité pour un rapport pour définir ce qu'il fallait faire, hein, la feuille de route, les actions à développer. Et on a discuté entre nous du champ qu'on allait considérer. On a trouvé que le champ de la définition MS était quand même peut-être un peu trop large. Et que si on voulait avoir des actions qui soient des actions qui puissent être évaluées avec des indicateurs et une modification, une amélioration des choses, eh bien, il fallait restreindre cette définition de la santé environnementale. Et de sorte que, en fait, on a défini, comme vous voyez ici, la santé-environnement dans le premier plan national santé-environnement, donc en 2004, comme l'ensemble des interactions entre l'homme et son environnement, et donc les effets sur la santé liés aux conditions de vie, en excluant tout ce qui concernait donc les comportements individuels, hein, c'est-à-dire le tabagisme, l'alcool, la sédentarité, la malbouffe, l'obésité. Donc on a considéré tout ce qui était subi et en proposant des actions
pour faire en sorte d'améliorer la situation, en particulier, comme on le verra, pour la qualité de l'air, mais aussi la qualité de l'eau et des sols, très axé sur les expositions. Et on en est au 4e plan actuellement, santé-environnement, et on vient donc au Conseil de santé publique où je préside encore pour peu de temps, puisque mon dernier mandat s'approche, là, c'est à la fin du mois, la commission sur les risques environnementaux pour la santé. On a évolué la totalité de ces plans nationaux pour voir si ça avait marché ou pas. Et pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, vous allez trouver sur le site du Haut Conseil, dans une quinzaine de jours, l'ensemble de nos évaluations. On était une trentaine d'experts, où on a passé au crible ceux qu'avait fait l'État, avec des succès dans certains cas, et puis d'autres fois, eh bien, ça n'avait pas marché, pour voir comment on peut agir. Et ça se traduit non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional, et on a regardé vraiment de près ce qui s'était fait au niveau régional, voire local, avec beaucoup d'actions, et donc des thématiques qui vont de la qualité, justement, des effets sur la qualité de l'air, les milieux intérieurs, les risques émergents, et puis aussi les produits chimiques dans les produits de consommation. Voilà, alors, donc, une approche environnementale qui a été déterminante pour, ensuite, je passe, voilà, à la diapo suivante, pour modifier les pratiques en ce qui concerne donc les impacts sanitaires, mais vus d'un point de vue quand même très populationnel, hein. C'est-à-dire donc ce qui se passe à l'échelle d'une collectivité, d'une population nationale, régionale, mais chacun d'entre nous voit bien que ce qui l'intéresse quand même, c'est ce qui se passe pour lui, hein, pour sa propre santé, la santé de ses enfants, la santé de ses proches, de la collectivité dans laquelle il travaille ou dans laquelle son environnement de vie. D'où l'importance, à travers donc, ces facteurs environnementaux globaux et leurs impacts globaux sur la santé, de prendre en compte les vulnérabilités individuelles. Et ça, c'est absolument essentiel. Et ça a démarré quand même assez lentement, en particulier pour toutes les approches qui se sont faites sur les femmes enceintes, les enfants, où on considère qu'il y a vraiment une prise en compte tout à fait importante à avoir sur donc même les parents en âge de procréer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les femmes qu'il fallait protéger de certaines expositions, mais aussi les hommes, et puis ensuite la période de la grossesse et certaines périodes spécifiques au cours de la grossesse. Ensuite, ce qu'on appelle les 1000 jours, c'est-à-dire les premières années de la vie d'un enfant, où il y a de façon extrêmement déterminée une prise en compte à avoir de l'impact de ces facteurs environnementaux sur leur santé, parce que ça peut être à l'origine de pathologies à l'âge adulte, voire plus tard, et en particulier de pathologies chroniques. Donc il y a actuellement dans les actions qui sont menées aussi bien d'ailleurs à l'échelle nationale qu'à l'échelle régionale, et puis donc au-dessus à l'échelle européenne, une prise en compte de tous ces aspects de la vulnérabilité des populations et des individus dans les populations. Il y a aussi toute la question bien sûr, des inégalités, de la précarité qui est à prendre en considération. Alors, tiens, j'ai le même problème que certains, là, ça ne passe pas, là, Pourquoi? Bon, alors je vais monter, ça sera plus simple. Voilà. Alors, maintenant, la biodiversité dans tout ça, hein. Bon, puisque je suis là pour vous parler aussi de ça. Alors, hier, vous avez vu à travers la conférence de ma collègue, hein, qui était tout à fait brillante et intéressante, la dégradation de la biodiversité associée au climat, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération, aussi bien d'ailleurs à l'échelle individuelle que collective. Mais en ce qui concerne notre santé,
Bien, on a vu, il y a ces facteurs environnementaux, les expositions qu'il faut considérer, bien sûr, mais la biodiversité, comment elle entre dans ce champ de la santé environnementale? Eh bien, ça vient en fait de la conception qu'on a commencé à avoir à la fin du XXe siècle, que l'homme, c'est une partie d'un écosystème dans lequel il y a des espèces animales, végétales, des micro-organismes qui interfèrent les uns avec les autres et qui, donc, en fait, vont faire en sorte que si l'équilibre est bien maintenu, eh bien, la santé de tous est maintenue également, mais s'il y a des déséquilibres, la santé de l'ensemble va être dégradée et la santé humaine également, puisqu'il va y avoir des ruptures en quelque sorte, des déséquilibres dans ce système où il y a des interférences entre tous les éléments du système et de l'écosystème. Alors, moi j'ai commencé mes études de biologie il y a bien longtemps, il y a presque 50 ans. On ne parlait absolument pas de biodiversité, vraiment pas. On parlait encore à la rigueur, bon, de la biosphère, c'est-à-dire bon, l'ensemble des espèces qui vivent sur la Terre, mais on les regardait les unes à côté des autres, hein, en silo en quelque sorte, sans vraiment chercher à savoir comment elles interféraient. C'était balbutiant. C'est vraiment les écologistes, hein, à la fin du XXe siècle, qui ont fait changer la façon de voir les choses et qui ont dit, voilà, en fait, eh bien, les espèces dans le monde vivant, elles interfèrent les unes avec les autres, et si vous donc, détruisez cet équilibre, vous allez détruire aussi la qualité de cet écosystème. Et l'homme fait partie de l'écosystème. Or, malheureusement, eh bien, l'homme, il a été à l'origine de toutes ces destructions dont je vais parler maintenant, et qu'il faut absolument rétablir pour nos enfants, nos petits-enfants, eh bien, il y ait une bonne qualité de vie, une bonne qualité de leur santé. Alors, ce que vous a dit hier ma collègue, hein, c'est que la biodiversité, c'est-à-dire les écosystèmes dans lesquels on vit, eh bien, qui sont divers. La ville, par exemple, c'est un écosystème. Ici, la région d'Arzins, c'est un écosystème. Eh bien, donc, la biodiversité nous fournit des services. Hein. Et cette notion de service écosystémique vraiment a émergé à la fin du XXe siècle, début XXIe, justement pour prendre conscience que, bon, il fallait être vigilant pour protéger cet ensemble et qu'on allait, à travers toutes les destructions dont on avait la conscience, eh bien, on risquait de faire en sorte qu'il y ait une moins bonne qualité de ces services écosystémiques, c'est-à-dire la production d'oxygène, bien sûr, la nourriture, l'eau, mais aussi toutes les activités humaines qui fournissent les matières premières et l'énergie. Ce qui se passe actuellement nous le rend particulièrement sensible, bien sûr. Hein. Alors, donc, est-ce que je vais... Ah voilà, ça a remarché là. Malheureusement, voilà ce qui se passe actuellement. À côté d'un écosystème comme celui que j'ai présenté sur la première diapositive, où on voit bien l'équilibre, ici, voilà des écosystèmes complètement dégradés. Vous connaissez tous ces photos, hein, bien évidemment. On en a fait des milliers, on en trouve des masses sur Internet, où on voit à quel point l'homme a pu dégrader son environnement. Hein. Donc les décharges sauvages, je suis allée invitée par l'ARS de la Réunion, de l'île de la Réunion il y a quelque temps. J'étais absolument effarée de voir des décharges sauvages qui dénaturent une île absolument splendide, hein, donc avec tout ce que ça peut engendrer, en particulier le développement des épidémies de dengue, parce que les moustiques tigres, ils trouvent bien leur lieu favori dans ces décharges où on va conserver de l'eau stagnante, etc. Il y a aussi toutes les pollutions qui sont liées aux incinérations, mais aussi aux usines qui ne sont pas traitées. C'est surtout maintenant en Afrique plutôt qu'en Europe, hein, ou bien en Asie du Sud-Est, hein, quoique maintenant les Chinois en particulier commencent à se rendre compte qu'il faut faire attention à tout cela. Il y a la déforestation, les feux de forêt, on en a eu des exemples encore en Australie, et puis aussi surtout en Amérique du Sud. Et avec toute la pollution que ça engendre, et donc la perte de biodiversité, puis la sécheresse, le changement climatique. Donc l'homme, c'est un prédateur,
et un destructeur de son environnement. Et c'est pour ça que le terme d'anthropocène a été introduit, hein, pour suivre l'Holocène. Hein. Alors les géologues, ils n'aiment pas trop ça, mais ce sont surtout donc les biologistes qui s'intéressent justement à cette transformation due à l'homme sur les écosystèmes qui ont imaginé ce terme d'anthropocène. Alors donc des modifications importantes de l'environnement qui ont obligatoirement des effets sur les écosystèmes. Et or, cette conscience, eh bien, la population française, elle l'a parfaitement. Alors j'ai ici repris des données qui viennent des baromètres qui sont réalisés très régulièrement par un certain nombre d'organismes officiels, et j'ai pris celui de l'IRSN, c'est-à-dire l'Institut de radioprotection et de sécurité sanitaire nucléaire, excusez-moi. Et c'est un baromètre qui existe depuis 1989, si j'ai bonne mémoire, très régulier et qui est extrêmement intéressant. Tout est ouvert, hein. On trouve ces données sur Internet sans problème. J'ai laissé, donc là, vous pouvez le retrouver sur l'URL que vous avez là. Et donc l'adresse. Et ce qui apparaît, donc, à travers les questions qui ont été réalisées là, pour le baromètre de 2021, qui vient d'être publié, mais c'était en fait une enquête qui a été réalisée en novembre 2020, c'était la pleine pandémie, c'est vrai aussi, mais à travers un panel, comme on sait les faire, représentatif des Français, par contact direct téléphonique ou bien par Internet, et qui posait comme première question: en France, parmi les sujets actuels suivants, lequel est selon vous le plus préoccupant? Alors il y avait la santé, le terrorisme, le dérèglement climatique, la grande pauvreté et l'exclusion, l'insécurité, le chômage, l'instabilité géopolitique mondiale, les risques nucléaires. Eh bien, qu'est-ce qui sort en premier, hein? C'est la santé. Alors on peut se dire, bon, c'était la pandémie, bon, d'accord, mais ensuite, après le terrorisme, le dérèglement climatique. Donc on voit là déjà une perception de la population de tous ces risques, hein, qui est traduite à travers ces baromètres. Ensuite, deuxième question. Voici un certain nombre de sujets environnementaux. Quel est celui qui vous semble le plus préoccupant? Alors, dérèglement climatique, les espèces, enfin, je n'arrive pas plus à lire, je vais prendre mes lunettes. Facile, voilà. La disparition des espèces animales, voilà, c'est mieux. Donc la disparition des espèces animales, les catastrophes naturelles, la destruction des forêts, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, donc la diminution de la couche d'ozone, la pollution des sols. Et ce qu'on va apparaître, c'est les sujets qui nous préoccupent depuis hier, hein, le dérèglement climatique et la disparition des espèces animales, hein, qui apparaissent donc en tout premier des préoccupations des Français. Donc il y a une vraie prise de conscience de ces impacts en fait sur la dégradation de l'environnement, de la biodiversité, sur donc la santé, avec aussi pour chez les jeunes ce qu'on appelle l'éco-anxiété, et qu'il faut absolument, nous qui avons la charge de faire évoluer les choses, comme ma collègue l'a dit hier, hein, il faut que nous prenions une orientation qui permette de changer la donne de tout cela. Alors, en fait, si on considère maintenant des chiffres, hein, c'est-à-dire, donc, comment au niveau mondial, ces dérèglements ont un impact sur la santé des populations. Alors il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été réalisées, en particulier à la demande de l'Organisation mondiale de la santé, qui joue un rôle assez déterminant, hein, dans ces sujets. Enquêtes qui sont faites au niveau international, avec des épidémiologistes, des spécialistes de l'évaluation de risque, un petit peu comme pour le GIEC en quelque sorte, hein. Et donc, ce qui apparaît, et que vous trouvez sur le site de l'OMS, hein, eh bien, c'est que, donc, si on considère la mortalité mondiale, 23% de la mortalité par an est liée à ces dérèglements de l'environnement.
Et alors, avec des différences tout à fait importantes en fonction des régions du monde, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver surtout cette surmortalité liée à l'environnement et à sa dégradation dans les pays d'Asie du Sud-Est, c'est Chine, Inde, donc Thaïlande, Philippines, etc. Et puis ensuite en Afrique. Et malgré tout, en 4e position, on trouve l'Europe, hein, avec aux alentours d'1,4 million de décès par an associés à l'environnement, à la dégradation de l'environnement. Donc ce sujet n'est pas seulement une perception, un effet associé à une médiatisation qui peut influencer les sciences, et il a une réalité qui est mesurée et donc qu'il faut prendre à bras le corps pour faire en sorte que tout ça, change et ça diminue. Alors, allons un peu plus loin dans ces analyses qui sont réalisées donc, par l'OMS. Et cette dernière, qui vient d'être publiée dans une revue dont vous avez sans doute entendu parler, qui est une des plus grandes revues médicales, The Lancet, et en mai 2022, donc des résultats très récents, et qui montrent que cette mortalité, eh bien, elle est associée essentiellement à la pollution donc, environnementale, à peu près au même niveau que la mortalité par le tabagisme, actif ou passif, et avant la malnutrition, avant l'utilisation des drogues et de l'alcool, et avant les maladies infectieuses. Alors c'est possible, parce qu'ils n'ont sans doute pas tenu compte donc de la pandémie Covid-19, hein, qui va sans doute faire changer l'ordre pour la prochaine édition de cette étude. Mais vous voyez donc le niveau de l'impact réel de la dégradation de l'environnement et de la pollution. On ne s'en rend pas trop compte, nous, bien sûr, parce qu'on est dans des environnements relativement protégés, mais c'est ce qui se passe à travers le monde, à travers des études très sérieuses qui prennent toutes les données et qui sont accessibles, et ensuite en les traitant avec tous les outils qu'on a actuellement au niveau de... au niveau de la... Donc, à nouveau, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, je vais repasser. Il fonctionne mal? Ah bon? Alors, donc, je continue hein, ma démonstration. Et puis ensuite, je vais passer à des choses beaucoup plus pratiques, vous allez voir. Alors, donc ensuite, on a regardé de plus près quels étaient parmi ces facteurs environnementaux ceux qui étaient liés à cette surmortalité. Et le premier facteur qui apparaît, c'est la pollution de l'air. Alors là, à travers toute une série d'enquêtes, hein, depuis une bonne vingtaine d'années, hein, et où on voit, à travers toutes les études épidémiologiques qui sont réalisées à la demande de l'OMS, mais aussi d'instituts internationaux, en particulier et puis des instituts aux États-Unis, hein, la pollution de l'air joue un rôle vraiment déterminant dans cette surmortalité. Et ça vous explique pourquoi, étant donné que ces données, donc tout cela est à la disposition des pouvoirs publics dans les différents gouvernements du monde, pourquoi on a pris en considération, en particulier en Europe, en priorité de lutter contre la pollution de l'air. Parce que c'est elle qui fait, en termes de dégradation environnementale, le plus d'impact sur la santé. Et en particulier en France, c'est l'Institut de veille sanitaire qui s'appelle maintenant Santé publique France, qui fait ses études épidémiologiques, et la dernière étude montre qu'il y a 40 000 morts anticipées par an, avec une perte d'espérance de vie qu'on peut déterminer en fonction des zones en France. Vous pouvez regarder ça sur le site de Santé publique France. Eh bien, 40 000 morts anticipées qui pourraient être évitées en diminuant justement la pollution atmosphérique, en particulier la pollution associée aux particules. Et c'est pour ça que donc il y a eu des efforts tout à fait importants qui ont été réalisés en Europe pour faire baisser cet impact de la pollution atmosphérique sur la santé. Parce qu'on parle là de perte d'espérance de vie, mais avec donc en fait des maladies essentiellement cardio-respiratoires, hein, et aussi des cancers, mais pas seulement, hein, puisqu'on voit qu'il y a des impacts aussi sur donc des maladies neurodégénératives.
et puis sur justement les femmes enceintes. Donc une importance à faire en sorte pour améliorer le bien-être des populations et la qualité de vie en bonne santé le plus longtemps possible, de faire en sorte de diminuer la pollution de l'air. Et on a du mal à donc réaliser ça. On peut souvent mal comprendre les dispositions qui sont prises au niveau des États pour ça, mais c'est la raison principale, ces données qui viennent en fait des scientifiques et des experts. Alors maintenant, on va voir comment la question de la biodiversité s'introduit dans tout ça. Avec donc en particulier le fait qu'à travers les analyses qui ont été réalisées donc aussi au niveau international par l'Office mondial de la biodiversité, que 60% des maladies infectieuses humaines ont une origine animale. Qu'il y a une émergence des micro-organismes résistants aux antibiotiques parce que dans les pollutions qu'on observe dans l'environnement, que ce soit dans l'eau ou dans les sols, il y a donc trop de résidus d'antibiotiques, ce qui introduit donc des processus de résistance dans ces micro-organismes de l'eau et du sol, avec tous les problèmes ensuite concernant la santé humaine, parce qu'il faut trouver des antibiotiques qui ne soient pas qui soient efficaces contre ces microbes, avec de la recherche derrière, bien évidemment. Il y a 20% des pertes de production animale qui sont liées à des maladies d'origine animale. 75% des espèces végétales cultivées ont besoin d'être pollinisées. On sait que les pollinisateurs actuellement diminuent parce qu'il y a donc un effet en particulier de certains insecticides sur ces pollinisateurs. Et donc ensuite, je continue. Les activités humaines, dont on a vu leur impact sur l'environnement avec donc la production de toxiques. Et puis, dernier point, la déforestation qui accroît donc la proximité des humains avec des espèces et donc le passage d'espèces, c'est ce qu'on va voir dans les exemples que j'ai choisi maintenant de vous montrer. Donc, on voit bien que dans tout cela, la biodiversité, elle joue un rôle aussi pour donc, la dégradation de la santé, mais c'est là qu'il va falloir agir pour faire en sorte que ça change. Alors, donc, le constat qui est réalisé par l'Office français de la biodiversité, il y a un office de ce type au niveau européen, un office aussi au niveau international, c'est qu'ils ont lancé un slogan, biodiversité dégradée, mauvaise santé assurée. Voilà. Et donc ceci, par leurs activités et la pollution environnementale, les humains détruisent la biodiversité, se privent de ses bienfaits, ils mettent ainsi en danger leur propre santé, car la diversité du vivant et le bien-être humain sont liés de multiples façons, et toute évolution de l'une modifie l'autre. Donc, j'espère, cette présentation vous a convaincu qu'il faut qu'on agisse. Et alors, donc, ceci a amené l'OMS à ce concept qui est sorti surtout au début du XXIe siècle, de One Health, une seule santé. On a vu, donc chacun trouve son slogan en quelque sorte pour faire bouger les choses. C'est pour en fait inciter les populations, mais aussi surtout les pouvoirs publics à agir, pour faire en sorte que donc, les choses changent. Et ce concept de One Health, d'une seule santé, il a émergé au début des années 50, enfin 2000, excusez-moi. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que la pandémie Covid-19 l'a réactivité de façon extrêmement importante, de sorte qu'il y a actuellement des projets donc assez vraiment forts au niveau de l'Europe. C'est ce qu'on appelle le Green Deal, où on doit à la fois baisser le niveau des expositions aux produits chimiques et reconstituer la biodiversité, et aussi au niveau international, avec comme on l'a fait pour le GIEC, pour le climat,
Là, il est question de créer un GIEC des produits chimiques. Ça a été présenté il y a 15 jours dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne par des représentants de l'ONU et de l'OMS qui, ce Green Deal et ce GIEC sur les produits chimiques a pour but de faire en sorte qu'on soit moins exposé aux produits chimiques, et en particulier, il y a un projet sur les pesticides d'une réduction de 50% de l'utilisation des pesticides dans les 10 années à venir. Alors, espérons que ça se passe, parce qu'on l'avait demandé au Grenelle de l'environnement, malheureusement sans succès, mais ça devient vraiment actuellement tout à fait nécessaire. Alors, maintenant, on va passer à des exemples plus précis, puis de la vie de tous les jours, et pour vous montrer l'importance, en fait, de cette relation entre la biodiversité et la santé humaine, à travers les allergies d'origine pollinique. Je sais que dans la salle, il y a une spécialiste des pollens. Moi, je ne suis pas une spécialiste des pollens, mais bon... voilà, et donc les émergences de maladies virales, comme on l'a vu avec le coronavirus, mais c'est loin d'être la seule émergence. La problématique également des maladies vectorielles, et j'ai choisi de vous présenter ce qu'on sait et ce qu'on peut faire aussi pour ces différentes situations, avec l'exemple du moustique tigre, et puis des tiques et les pathologies qui sont associées. Bien, tout d'abord les pollens. Alors, ça a été dit un peu hier, le changement climatique fait en sorte qu'il y a une modification tout à fait évidente sur la durée de saison pollinique, avec aussi des changements de répartition géographique des espèces qui produisent des pollens et qui sont à l'origine d'allergies potentielles. Il faut savoir que 20% des enfants et 30% des adultes en France souffrent d'allergies au pollen, avec des symptômes qui sont plus ou moins graves, des rhinites, des conjonctivites, de l'asthme. Et donc, Santé publique France, en particulier, a l'obligation, à travers ses missions, de faire en sorte de prévenir. Et cette prévention est d'autant plus importante qu'il y a des espèces qui deviennent des espèces invasives, des espèces dont on n'avait pas l'habitude, comme l'ambroisie, et qui sont en train de gagner, à travers ce changement climatique, de gagner progressivement la France, mais même largement au-delà. Alors, j'ai sorti cette carte du site du Réseau national de surveillance aérobiologique, le RNSA, qui est une association loi de 1901, qui a été créée en 1996 et qui est soutenue par l'État, bien évidemment, et qui en fait a repris les travaux du laboratoire d'aérobiologie de l'Institut Pasteur à Paris, parce que l'Institut Pasteur s'est recentré sur les pathologies virales en particulier. Et c'est le RNSA qui suit au jour le jour, en quelque sorte, surtout, bien sûr, dans les périodes de pollinisation, ce qui se passe. Et je vous conseille, pour tous ceux qui sont allergiques ou qui ont des enfants allergiques, de suivre les informations sur ce site. Alors, en fait, ce qui apparaît, c'est qu'il y a différentes espèces qui sont particulièrement allergisantes. L'ambroisie, qui est une espèce invasive nouvelle, le bouleau, les graminées, les cyprès. Et vous voyez, en fonction des couleurs, en fait, dans les différentes régions de la France, où on va trouver en particulier, de façon tout à fait importante, ces pollinoses et leurs associations avec les allergies pour ceux qui sont allergiques à ces pollens. Alors rouge, c'est fort, moyen, jaune, et faible, ça veut dire qu'il y a peu d'impact, donc peu de végétaux de ce type dans cette région. Alors bien sûr, on voit que le cyprès, c'est surtout la côte méditerranéenne, y compris d'ailleurs ici. Par contre, les graminées, c'est toute la France. Les bouleaux, c'est essentiellement le nord de la France. Et l'ambroisie, espèce invasive dont je vais dire un peu plus, remonte le long du bassin, enfin plutôt du couloir rhodanien, à partir du bassin méditerranéen. Alors j'ai pris seulement pour vous, là, parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de regarder le site du RNSA,
Ce qui se passe dans l'Aude, donc j'ai regardé ça la semaine dernière en préparant ma présentation, où on voit que l'Aude actuellement, eh bien, les allergies principales, c'est lié aux graminées, c'est rouge. Hein. Tout le reste, vous voyez, c'est vert ou jaune. Hein. Donc ceux qui sont allergiques aux graminées doivent se prémunir pendant cette période et donc faire en sorte de prendre le traitement qu'il faut pour ça, et des préconisations que d'ailleurs nous avons données au Haut Conseil de santé publique dans le cadre d'un avis qu'on a rendu il y a, donc, je crois, 3 ou 4 ans, sur justement les bons gestes en ce qui concerne les polynoses. Voilà. Alors maintenant, voyons ce cas de l'ambroisie. Alors l'ambroisie, c'est particulier parce que, en fait, cette plante invasive, elle est arrivée vraisemblablement par bateau. On pense qu'elle a été transportée sous forme de graines. Et elle est arrivée par Marseille, par la Méditerranée, et elle a commencé à progresser le long du couloir rhodanien quand on a construit en fait l'autoroute du Sud. Ce sont les camions qui ont transporté les graines tout le long de l'autoroute du Sud. C'est pour ça que donc, il y a cette zone du couloir rhodanien qui est particulièrement donc, marquée par l'envahissement par l'ambroisie. Et donc, en fait, c'est une espèce envahissante parce que donc, quand on voit la carte de 2010, vous voyez les points où on trouvait de l'ambroisie, là c'était quand même assez localisé. Et bien, donc, en 2016, elle avait déjà gagné une grande partie de la France. Donc une augmentation tout à fait importante des localisations de l'ambroisie. Et il se trouve que comme donc, la population française n'était absolument pas donc, immunisée en quelque sorte, parce que c'est pas exactement ça, enfin en tout cas n'avait pas été adaptée à ce pollen, eh bien donc on a un développement des allergies à l'ambroisie qui est tout à fait important et qui est suivi de très près par les populations. Et de sorte qu'on a donc fait des propositions avec les groupes d'experts, toutes les parties prenantes d'ailleurs, pour voir comment on pouvait lutter contre l'ambroisie. Et là, j'ai repris donc, un document qui donc, se trouve sur les sites qui permettent de lutter contre l'ambroisie. En particulier, il y a une démarche que je trouve intéressante de démocratie participative, c'est-à-dire de sciences citoyennes, où ce sont des personnes, des observateurs, qui donc, vont prévenir des référents dans les différentes communes où il y a ce problème de prolifération par d'ambroisie, prévenir qu'il y a ils ont repéré des plants d'ambroisie de façon à ce qu'on puisse faire de l'arrachage. Donc vraiment un travail de terrain où tout le monde participe. Et dans ces domaines-là, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'intéressant de travailler de cette façon. Et ça a permis, du coup, à travers la mise en œuvre de cette politique, de mieux contrôler d'abord le développement de l'ambroisie et de faire en sorte de prévenir les populations sensibles et les allergiques, les prévenir en amont quand il y a aussi, à travers le RNSSA, l'apparition d'un niveau de pollen qui va dire, bon, pour ceux qui sont sensibles, vous allez déclencher des crises d'asthme. Ça, c'est le premier point. Alors, donc, ce que je voulais aussi évoquer, c'est donc le développement de ces plantes. Alors ça, ce ne sont pas des plantes envahissantes, mais des plantes qu'on utilise en ville pour faire en sorte qu'il y ait plus de biodiversité en ville, ce qui est tout à fait important pour le bien-être des populations, comme un mur végétalisé que vous voyez là. Il faut faire très attention aux plantes qu'on utilise pour ça. Parce qu'il s'est avéré que justement, sans prendre suffisamment de précautions sur donc les plantes qui étaient ainsi utilisées, en particulier il y a une période où on a trouvé que les graminées c'était très bien,
eh bien, ça a provoqué des déclenchements donc de ces allergies, en particulier chez les enfants. Donc, dans les municipalités, il faut faire attention, regarder la liste. On en a fait une des plantes qui sont considérées comme allergisantes, avec des pollens allergisants. Il y en a d'autres aussi qui peuvent être toxiques. Et donc, ceci doit aussi se travailler au sein donc au niveau des municipalités, pas seulement au niveau le plus élevé de l'État. Et donc, pour ce qui concerne les allergiques, je vous conseille d'aller regarder le site du RNSA. Maintenant, je vais revenir à un autre deuxième exemple, celui des risques émergents liés aux maladies émergentes. Alors là, donc, il s'agit de toute autre chose, ce sont les virus. On a vu ça, bien sûr, avec la Covid-19, et ça a donc pointé vraiment la perception de la population au niveau mondial sur ces émergences liées au virus. Or, ce qu'on sait depuis le début du XXe siècle, c'est qu'il y a donc, très régulièrement des virus qu'on découvre, qui apparaissent dans les populations et qui sont donc des virus pathogènes. On considère que, par exemple, il y a plus de 500 virus qui ont ici été découverts au cours du XXe siècle et encore maintenant. Et le dernier en date, c'est donc le SARS-CoV-2, un coronavirus, mais il y en a d'autres qui apparaissent encore maintenant. Il y a des virologues qui travaillent là-dessus en permanence et qui suivent ces émergences qui ne vont pas toujours conduire à des épidémies comme celles qu'on vient de vivre, des pandémies. Mais si on voit, par exemple, en 1960, c'était l'émergence du virus chikungunya, qui est transmis par un vecteur, qui est le moustique tigre. En 1980, c'est le virus Ebola transmis de l'animal, sans doute un chimpanzé, à l'homme. Ensuite, le VIH, qui aussi est apparu dans les années 80, sans doute aussi à partir de la faune sauvage donc africaine à l'homme. Voilà donc des émergences qui sont périodiques et qui peuvent conduire à ce qu'on vient de vivre et qui n'est pas terminé malheureusement. En effet, on considère que 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine zoonotique, c'est-à-dire qui proviennent des animaux. Et 75% des pathogènes, des maladies infectieuses humaines, sont d'origine animale. Donc il y a là vraiment une précaution particulière à prendre dans ce contact que l'homme a avec l'environnement animal, et c'est là que la destruction de la biodiversité joue malheureusement un rôle et donc facilite ce passage de l'animal à l'homme. Et puis donc 5 nouvelles maladies humaines apparaissent chaque année, dont 3 qui semblent être d'origine animale. Alors, bon, bien sûr, toutes les transmissions, tous les virus d'origine animale ne sont pas à l'origine d'épidémies comme celle qu'on vient de vivre. Il y a des cas où l'épidémie reste très limitée. Par exemple, c'est l'épidémie d'un coronavirus qu'on appelle le MERS, et qui s'est passé en fait au Moyen-Orient, où la transmission s'est faite du dromadaire à l'homme. Mais alors là, une pathologie extrêmement grave, 50% à peu près des malades mouraient, mais par contre extrêmement limitée, qui s'est arrêtée toute seule, mais qu'on a bien étudiée. Alors ensuite, il y a eu la grippe A, aussi, une transmission depuis les volailles, vraisemblablement le porc, à l'homme, et puis ensuite une transmission d'homme à homme, donc une vraie épidémie, qui n'a pas été particulièrement létale, et la dernière qu'on vient de vivre, donc l'épidémie Covid-19, dont l'origine virale est sans doute et très vraisemblablement la chauve-souris. On n'a pas trouvé l'autre intermédiaire, toujours pas. Alors le pangolin, bon, ça a été évoqué à un moment, mais les scientifiques le considèrent de moins en moins comme certains. On pense même que c'est peut-être parti d'une collection de virus venant de ce fameux laboratoire P4 de Wuhan, c'est possible, on n'a aucune certitude. Mais surtout, une transmission
transmission d'homme à homme avec un niveau d'infectiosité tout à fait important, d'où la pandémie qu'on vient de vivre. Et pour ça, il faut absolument donc faire en sorte, si on veut éviter que dans le futur, il y ait à nouveau des pandémies du même type que celles dont on sort à peine, hein, et dont certains pays ne sont pas encore sortis, eh bien, il va falloir lutter contre un certain nombre de choses. En particulier, il y a ce gros problème de la déforestation, hein, qui fait que donc on considère que à partir du moment où il y a une baisse de la couverture forestière de plus de 25%, il y a un risque de passage des animaux sauvages à l'homme beaucoup plus élevé. Hein. Et donc ça, c'est une question qui s'est vraiment posée pour les épidémies que j'ai évoquées, par exemple Ebola, par exemple également VIH, mais aussi, sans doute, ce qui s'est passé en Chine avec le coronavirus SARS-CoV-2 et la pandémie Covid-19. Bon, cette transmission, ce passage d'espèces et l'émergence de ces maladies, ce qu'on appelle le saut d'espèces, c'est quelque chose d'assez complexe qu'on ne connaît pas encore parfaitement bien et sur lequel il faut absolument travailler. Alors, donc, il y a des réservoirs sauvages et c'est pourquoi il est important de conserver l'équilibre des écosystèmes pour éviter que ces réservoirs sauvages soient en contact avec des populations qu'ils peuvent contaminer. Il peut y avoir un transfert par les animaux d'élevage et ensuite, à partir des animaux d'élevage jusqu'à l'homme. Mais il peut y aussi avoir un autre type de transfert, hein, par effet direct. Hein, c'est vraisemblablement ce qui s'est passé pour le VIH, hein, un passage direct à l'homme, et ensuite entre les hommes, avec un grand H. Et puis il y a le passage par des vecteurs, et ce qu'on appelle les maladies vectorielles, qui sont des insectes, et on va voir maintenant ce passage. Alors, comment peut-on faire en sorte en quelque sorte, d'éviter qu'il y ait à nouveau ce type d'épidémie? Il y a énormément de brainstorming actuellement à travers le monde, y compris en France, pour faire des propositions, et pour donc faire en sorte d'éviter les erreurs qui se sont produites au cours de l'épidémie Covid-19. On sait qu'il y a eu des manques, et en particulier des manques de coordination entre les différents spécialistes. C'est pourquoi, c'est ce que j'ai repris là, des thématiques qui sont développées actuellement aussi bien donc, au niveau européen qu'au niveau international. Hein. Il faut faire ensemble, travailler ensemble les spécialistes de nombreuses disciplines, hein, biologie, agronomie, écologie, épidémiologie, médecine, sciences sociales, qui ont malheureusement trop l'habitude de travailler en silo, de sorte que pour donc agir très rapidement au début de l'émergence d'une épidémie, il faut être capable de la percevoir, cette épidémie, et donc cette émergence. Et elle peut venir, par exemple, seulement des épidémiologistes, mais elle ne va pas être prise en compte par les politiques parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'alertes. Donc faire en sorte que les alertes se passent mieux. Et puis surtout, et c'est le point le plus important à mon avis, faire travailler ensemble les secteurs de la santé publique, la santé vétérinaire, l'agriculture et la gestion de l'environnement. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça en France. Le secteur vétérinaire, qui aurait pu faire en sorte, par exemple, de développer des tests, il avait tous les moyens pour ça, n'a pas été associé suffisamment dans le démarrage de l'épidémie, quand on a vu son émergence ici. Donc il faut revoir toute l'organisation qui doit être mise en place quand on aperçoit qu'il peut y avoir une émergence, pour faire en sorte de la stopper le plus vite possible. C'est tout le problème. Et puis, bon, bien sûr, donc c'est ce que j'évoquais, mettre en relation les différents acteurs, mais aussi bien à l'échelle régionale, nationale qu'internationale. Ne pas tout traiter à l'échelle nationale, voire internationale au niveau de l'Europe comme ça a été fait, mais aussi mettre cela en relation avec l'échelle régionale. Donc on voit cette importance de la prise en compte de la biodiversité si on veut éviter à nouveau ces épidémies. Et je vais donc terminer par ce qui concerne les maladies vectorielles qui sont associées alors là, au passage de l'insecte à l'homme, hein, avec moustiques et les tiques. Hein.
essentiellement, et qui pose des problèmes en particulier dans ces régions. Alors, le moustique tigre, peut-être, je ne sais pas si vous en avez vu, hein, donc on le dit moustique tigre parce que justement il a cet aspect avec des lignes blanches et noires, hein, un aspect tigré. Hein. Là encore, hein, ça n'est pas du tout un moustique endémique ici. Il est arrivé, d'après ce qu'on dit, à travers des vieux pneus qui étaient donc arrivés en bateau, là encore du côté de Marseille, avec des réservoirs, enfin un peu de réserve d'eau dans ces vieux pneus, hein, qui devaient être réutilisés donc en France métropolitaine, à partir de zones où il y avait de façon endémique de ce moustique tigre. En particulier les territoires ultramarins que sont donc les Antilles et la Guyane aussi, et puis la Réunion. Et donc sont arrivées ainsi des larves, et ces larves se sont tout à fait bien acclimatées donc au climat de la région de Marseille, se sont développées et sont en train aussi de monter. Alors là, le changement climatique joue aussi certainement un rôle. Pendant l'hiver, ce moustique, théoriquement, il doit arrêter son développement, mais là, avec des hivers de plus en plus doux, eh bien, on voit que ça progresse. Alors, vous voyez, là, ici, au départ, et les premiers cas de dengue, donc ça, c'est une carte de 2013, hein, les premiers cas de dengue autochtones, hein, c'est-à-dire ne venant pas de personnes qui donc, arrivaient des territoires infectés, ultramarins en particulier. Eh bien, c'était en 2013, uniquement dans la région donc, du Var, en quelque sorte. Et puis, il y avait donc déjà l'observation de moustiques impliqués actifs dans toute la zone rouge. On va voir l'évolution, c'est tout à fait caractéristique. 2014, donc du côté gauche, 2022 du côté droit, vous voyez que le moustique est en train d'envahir toute la France. Hein. Et pas seulement donc, la France, puisqu'on considère voilà, l'état au niveau de l'Europe. Hein. Il y en a, toute l'Italie est donc infectée, toute la zone méditerranéenne de l'Espagne, il y a aussi la Grèce. Hein. Et on pense qu'avec le changement climatique, ça va progresser. Il y a des cartes de la modélisation qui a été faite hein, sur cette progression du moustique tigre. Or, donc le problème de ce moustique, eh bien, c'est qu'il y a tout un cycle, hein, que vous avez peut-être, je ne vais pas le détailler là, avec des stades larvaires, mais donc il y a un stade où donc le moustique, en fait c'est la femelle, qui a besoin de sang pour la maturation des œufs. Et donc c'est là qu'elle va piquer donc, un individu. Alors dans la majorité des cas, elle ne transporte pas de virus, mais il y a des cas où elle peut transporter les virus, et surtout s'il y a donc, des personnes qui sont infectées, c'est ce qui se passe dans les pays ultramarins quand il y a des épidémies de dengue, par exemple de Zika ou de chikungunya, puisque ce sont les pathologies virales qui sont transmises, eh bien on va donc en piquant, donc la femelle du moustique tigre va passer d'un individu à l'autre et va transférer ainsi donc l'infection qui peut devenir explosive. Hein. Et j'évoquais la situation de Réunion quand je suis allée il y a maintenant 4-5 ans, il y avait l'explosion de l'épidémie de dengue. Il y avait des milliers de cas. Hein. Et pourtant, les Réunionnais donc ils ont régulièrement cela. Mais ça explosait et il fallait vraiment se prémunir. Hein. Alors, donc à partir de ça, il y a eu des préconisations qui ont été prises. Vous les connaissez sans doute parce que vous avez cette problématique ici également. J'ai repris une des affiches hein, qui vient d'une ARS, Santé publique France. Hein. Donc, comment lutter contre le moustique tigre? Eh bien, il faut couper l'eau au moustique tigre, c'est-à-dire éviter que donc, la femelle puisse déposer ses œufs donc, à la surface d'eau stagnante, essentiellement, des petits récipients, il ne faut pas grand-chose, hein. Ce n'est pas des grandes surfaces où ça se développe, et puis, donc, éviter, du coup, qu'il puisse y avoir ce cycle que je viens d'évoquer, ce cycle qui passe obligatoirement par donc, la piqûre, le repas de sang, pour permettre la maturation des œufs. Si on arrête au niveau donc de l'endroit où se développent les œufs, eh bien, on évite cette transmission du virus. Et pour terminer, donc je vais évoquer la question aussi de la maladie de Lyme qui se développe pas mal en France aussi, puisqu'on considère qu'il y a entre 25 000 et 70 000 cas de borréliose
qui ont été diagnostiquées. C'est pas toujours facile de diagnostiquer cette maladie, hein, qui est donc transmise essentiellement par les tiques. Alors en Afrique du Nord, c'était vraiment un problème énorme, hein, aux États-Unis pendant toute une période. Et ensuite, donc c'est arrivé en Europe et en France en particulier. Et puis, bon, c'est passé donc un peu sous les radars pendant longtemps, et on en parle de plus en plus, parce qu'on considère qu'il y a de plus en plus de cas diagnostiqués. Vous voyez, environ 50 000 cas par an, c'est pas rien, hein. Alors, bon, bien sûr, ça conduit pas à donc, des morts comme Covid-19, mais quand même 800 cas hospitalisés, et puis surtout des séquelles, hein. Et en fait, une grande partie de la France, mais surtout la zone, vous voyez, de l'Est de la France, la région ouest, peut aussi apparemment votre région du Languedoc, hein, est contaminée par ces tiques et leur développement. Alors, on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a plus de tiques en France que dans le passé? Pourquoi est-ce qu'on voit plus de cette maladie? Et j'ai trouvé un article dans une revue scientifique écrite par des scientifiques qui analysait, c'était un chercheur de l'INRA, qui analysait cette situation et qui disait, en fait, c'est l'évolution des pratiques d'exploitation forestière. Il y a 10 fois plus de chevreuils et de sangliers en 40 ans. Or, cette faune est favorable au développement des populations de tiques. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la désertification rurale, l'abandon de particules qui étaient avant dédiées à l'agriculture. Ça devient des friches, et ces friches vont être en particulier donc, des zones de développement justement de cette faune, que ce soit des petits mammifères ou des gros mammifères, qui sont ces zones privilégiées des tiques, hein. Et enfin, le changement climatique qui fait qu'il y a donc une évolution des territoires, donc, où on va trouver des tiques de plus en plus haut d'ailleurs dans les régions, de montagne. Là encore, les tiques, et je ne vais pas le développer, ont besoin de repas de sang, mais plus régulièrement, en quelque sorte, au cours de leur développement, que donc, dans le cas des moustiques, hein. En fait, il y a au moins 2 étapes où donc les hôtes intermédiaires, il y a un premier hôte intermédiaire qui sont en général des petits mammifères. Ensuite, donc, il va y avoir une formation de nymphes, et un deuxième hôte intermédiaire qui peut être un homme ou bien un mammifère de plus grande taille, de taille moyenne. Puis ensuite, donc, il va y avoir le développement des tiques, et c'est là qu'il va y avoir essentiellement donc, les repas de sang sur donc, des hommes ou des grands mammifères. Et comme les tiques transportent aussi ces virus, pas systématiquement, mais peuvent les transporter, d'où l'accroissement de ces pathologies. Et là encore, eh bien, il y a eu donc des réactions des pouvoirs publics avec un plan. On aime beaucoup faire des plans en France. Un plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles par les tiques, hein, qui est qui est piloté par l'Agence nationale, l'ANSES, qui s'occupe de la santé animale et de la santé, donc de l'alimentation et de l'environnement, et avec des observatoires, hein, sur tout le territoire. Là, vous les voyez sur cette carte. J'ai indiqué ici le site où on peut trouver toutes ces explications. Et en particulier, il y a un observatoire pas loin d'ici, hein, donc dans la station de Gardouche. Alors je ne sais pas exactement où se trouve Gardouche, mais vous devez savoir, dans la région sud-ouest, et où on voit que l'hiver doux favorise l'activité des tiques. Un été très chaud la réduit très fortement. Si on a de plus en plus souvent des hivers doux, eh bien on aura de plus en plus de problèmes avec les tiques. Alors là, encore des préconisations qui sont fournies par, donc dans le cadre de ces plans nationaux, pour se protéger. Bon, marcher sur des chemins bien tracés, sans végétation dense, sans herbe haute, et limitant le risque de contact avec les tiques. Port de vêtements couvrants, donc pour prendre des répulsifs, port de vêtements clairs pour bien les voir, et bon, examen minutieux quand on se trouve dans une zone qui est contaminée, parce que le stade de nymphe est extrêmement petit, hein. Voilà, alors donc,
tout ça montre cette relation qu'on a avec la biodiversité, l'importance que ça peut avoir dans la transmission des pathologies, et malgré tout que chacun d'entre nous, mais surtout les pouvoirs publics, doivent prendre ça en charge, et c'est malgré tout important qu'il y ait des plans, qu'il y ait des observatoires, qu'il y ait des comptages, qu'on puisse savoir comment faire en sorte pour éviter de se contaminer. Alors pour terminer, je voulais évoquer donc, le dernier plan qui s'est mis en place tout à fait récemment. Hein, je disais que les Français aimaient bien les plans. Le plan biodiversité qui s'intitule « Protéger la biodiversité, c'est protéger les Français ». Et qui dit dans son premier axe, hein, il y a toute une série de préconisations, je ne les ai pas bien sûr reprises, reconquérir la biodiversité dans les territoires, c'est-à-dire en particulier développer la nature en ville, hein, pour offrir à chaque citoyen un accès à la nature, et limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, pour atteindre l'objectif de zéro artificialisation, c'est-à-dire faire en sorte d'éviter que ce transfert qui peut se faire, par exemple pour les zoonoses, de l'animal à l'homme, puisse être évité, parce qu'on sait que plus il y a de contact direct avec donc la faune sauvage, comme je l'ai dit, plus il y a de risques de ces transmissions de l'animal à l'homme. Ensuite, construire une économie sans pollution, à faible impact sur la biodiversité, et faire de l'agriculture une alliée de la biodiversité, accélérer la transition agroécologique et enfin renforcer la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les politiques de santé humaine, animale et végétale. Et ceci est particulièrement vrai si on considère, mais je ne l'ai pas développé, donc cet exemple que j'aime bien est tout à fait intéressant, des jardins, ce qu'on appelle les jardins thérapeutiques, qui montrent que donc, pour les malades, le contact avec la nature, une biodiversité bien préservée, est très importante pour leur rétablissement. Merci de votre attention, j'ai peut-être été un peu longue. Voilà. Merci Francine, merci pour ce brillant exposé. Mené tambour battant, donc c'est bien et rapidement, mais très dense, très long également. Je voulais poser non, oui c'est sûr. Je voulais poser une question je ne sais pas ce qu'il en est de ça, à propos des virus. Quels sont les virus qui risquent d'émerger du permafrost, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose duquel il faut s'inquiéter? C'est tout à fait vrai, il y a donc des publications, d'ailleurs, en particulier de l'équipe de Raoul, de professeur Raoul, le fameux professeur Raoul, qui est quand même un scientifique de haut niveau, un virologue de très grande qualité, hein. Mais bon, il a d'autres défauts hein, que ça, et ça c'est des qualités. Ils ont montré qu'il y avait effectivement des virus qu'on ne connaît pas, en particulier des mégavirus très gros, qui se trouvent dans le permafrost, et on s'inquiète beaucoup de savoir si par hasard il y a donc effectivement une émergence de ces virus, ce que ça peut faire dans les populations qui n'ont absolument pas, ni les populations animales d'ailleurs, hein, puisqu'ils sont là depuis des millions d'années, ni les populations humaines, étaient mis en contact avec ces virus. Et on n'en sait pas grand-chose. Hein. Ce qu'il faut espérer, c'est que, justement, ils n'émergent pas. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument des politiques pour donc détecter très vite les émergences et faire en sorte de les arrêter. Hein, donc d'où les réflexions actuelles sur comment faire au niveau international. Avez-vous des questions? Le premier qui va bien lever la main. Merci. Oui, j'ai une question sur la sensibilité allergique au pollen de graminées. Parce que de tout temps, les hommes, enfin les êtres humains ont été exposés aux graminées, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi il y a une explosion de la sensibilité? Quelle est la perturbation Alors ça rejoint, donc là, de toute façon, on voit une augmentation de toutes les allergies. Hein. Là j'ai parlé uniquement des pollinoses et des allergies donc respiratoires. Il y a aussi les allergies cutanées, les allergies alimentaires,
digestive. Hein. Et donc, ça, j'aurais pu vous montrer des courbes, hein, c'est évident. Il y a une augmentation depuis une bonne trentaine, quarantaine d'années du risque allergique dans les populations occidentales. Et donc, une des raisons qu'on évoque, sans avoir de preuves certaines, c'est que, en fait, au moment dans les toutes premières années de la vie, les enfants doivent être exposés à des infections pour développer leur système immunitaire, de lutte contre des infections donc bactériennes ou virales. Hein. Et leur système immunitaire, du coup, développe donc un profil dit THA, hein, donc, qui est celui qui donc, permet de lutter contre ces infections bactériennes ou virales. Et donc, on a pu constater, avec des études épidémiologiques très, très claires, que les enfants qui étaient exposés dans l'enfance à cela, eh bien, développaient moins d'allergies, en particulier respiratoires, que ceux qui étaient protégés extrêmement de ces infections. Et ça a été en particulier fait donc entre deux territoires qui vivaient de façon très différente. Il y a, avant la chute du mur de Berlin, c'est l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. On a comparé donc, cette évolution chez les enfants d'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Les enfants d'Allemagne de l'Ouest avaient un profil allergique, on dit que c'est le profil TH2 qui favorise en quelque sorte le développement des allergies, alors que les enfants d'Allemagne de l'Est, qui étaient plus soumis à des infections dès la petite enfance que ceux de l'Ouest très très protégés, eh bien, ils développaient beaucoup moins d'allergies. C'est une hypothèse, hein. Je ne dis pas que ce soit certain, mais c'est une hypothèse qu'ont développé beaucoup les épidémiologistes au cours des dernières années pour les allergies respiratoires. Ça pourrait être lié à l'urbanisation croissante, alors. C'est surtout que c'est aussi un peu l'hygiénisme, hein, le fait qu'on protège énormément les enfants. Donc ça veut dire, et c'est des préconisations qu'ont les pédiatres d'ailleurs, qu'il faut faut pas empêcher les enfants de toucher ça. Donc, il y a bien sûr des limites, mais il ne faut pas faut pas empêcher tout contact avec les agents infectieux. Oui, mais bien sûr. Ah, oui. Oui, bonsoir. Je voulais savoir sur les pollutions. J'avais entendu dire que la pollution numérique aussi, tout ce qui est utilisation de téléphone portable, ordinateur, internet, ça pollue énormément l'air, l'atmosphère. Est-ce que ça a des conséquences du coup sur, par voie de conséquences en fait, sur le climat, sur la biodiversité aussi du coup, sur tout ça? Alors, donc effectivement, vous avez raison que le problème du numérique, il est très sérieux, mais c'est pas sous cet angle qu'on le prend. C'est pas qu'il pollue vraiment l'air ou l'atmosphère, c'est plutôt que d'abord en amont pour créer tout ce qu'on utilise tous les jours, en particulier les téléphones portables, les ordinateurs, eh bien on a besoin de métaux qui sont des métaux rares, qui sont prélevés dans des zones comme la Chine ou l'Afrique, dans des conditions de dégradation de l'environnement absolument terribles. Donc en mettant d'ailleurs en contact les enfants avec des polluants effectivement là, qui sont nécessaires pour les extractions. Hein. Ça c'est le premier point. Ça ne nous touche pas, nous. Hein. C'est fait hors de chez nous, hein. Hors de l'Europe occidentale, hors de l'Amérique du Nord. Hein. C'est fait dans des régions où justement on considère que la vie des gens et la santé des gens, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est de produire, hein, et en particulier en Chine. Hein. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour nous, le problème, c'est essentiellement donc, les effets physiques de ces outils numériques. Hein. La lumière bleue, hein, c'est pour ça qu'il faut, quand on travaille beaucoup sur des ordinateurs, il faut vraiment porter des lunettes adaptées, hein, qui filtrent la lumière bleue, si possible un filtre aussi sur l'écran. Parce qu'on sait que la lumière bleue agit sur le fonctionnement de l'œil, hein, ça provoque des problèmes, des maladies de l'œil. Hein. Et puis autre chose,
ça joue aussi sur la capacité d'endormissement, donc ça empêche le fonctionnement normal avant de s'endormir. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas utiliser d'ordinateur tout de suite avant d'aller se coucher. Ça, c'est le deuxième point. Et puis ensuite, il y a l'addiction au numérique, hein, qu'on voit chez les enfants, mais pas seulement, hein, et qui est un autre problème. Mais sur la pollution de l'air, non, pas directement. Alors, oui, bon. Oui, bah oui, bien sûr. Il y a tout ça, tout le fait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jean Covici, qu'on a entendu pas mal ces derniers temps, et qui a donc développé un projet qui s'appelle le Chip Project, où ils ont fait des analyses de tous les coûts du numérique. C'est évident que ça joue un rôle non négligeable en tant que l'utilisation de l'énergie. C'est pas du tout une technologie qui protège l'environnement, ça c'est vrai. Oui, et moi j'avais une question par rapport à ça. Du coup, on parle du numérique. Là, on va vers une ère, petit à petit, mais on va vers une ère qui est plus type véhicule électrique et tout ce qui va avec. On parle des panneaux solaires et tout ça. Est-ce que, au final, par rapport à ces métaux, à ces métaux qu'on extrait de la terre qui sont très polluants, qui font des maladies, etc., est-ce qu'on serait plus polluant à l'avenir que tout ce qui est gaz d'échappement et autres, actuellement? Oui, j'ai évoqué ça un petit peu hier aussi, parce que c'est une vraie question que vous posez là. Je pense que pour donc, ce qui a été décidé concernant les véhicules électriques, on n'a pas fait une analyse de l'ensemble des coûts et des bénéfices et des coûts et des risques que ça a. C'est très souvent comme ça avec les nouvelles technologies. Et dans le Shift Project, vous pouvez aussi aller regarder sur Internet ce qu'ils font. C'est tout un groupe de chercheurs, d'ingénieurs qui travaillent sur ce projet. Ils regardent depuis donc tout le cycle de vie, si on peut l'imaginer, pour les véhicules électriques en particulier. Ils font des comparaisons. Et c'est vrai que, bon, bien sûr, un véhicule électrique, ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Hein. Donc en fait, les gaz à effet de serre, CO2, c'est essentiellement pour la production d'énergie, pour l'électricité, justement. Donc, si le véhicule ne produit pas de gaz à effet de serre, par contre, pour l'électricité qu'il utilise, on peut en produire, surtout actuellement, sauf si on n'utilise que de l'énergie nucléaire, ce qui est très peu probable, ou des énergies renouvelables, mais on sait bien qu'il n'y aura jamais assez d'énergie renouvelable pour permettre d'alimenter tous nos besoins énergétiques. Donc, ce que dit le Shift Project, et Jean Covici en particulier, je l'ai entendu il y a très peu de temps, là, il est très souvent interviewé actuellement, il est, lui, très radical, il dit il faut aller vers la sobriété énergétique, c'est ce qu'a dit ma collègue hier également. Il faut se dire que, bon, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'utiliser des véhicules, la voiture. Moi, je suis pas pour que tout le monde circule en vélo. Je pense qu'il y a on peut pas, c'est pas possible. On va pas revenir au temps des Amish, hein, sûrement. Mais par contre, il faut regarder les choses dans leur ensemble. Vous avez tout à fait raison. Moi, il y a les métaux rares, oui, bien sûr. Ouais. Il y a beaucoup de problèmes quand même qui sont pour lesquels les décisions politiques ne sont pas prises. Les transports, le développement du transport ferroviaire pour les marchandises, on a encore fermé des voies, je crois, qui partaient de Perpignan, des lignes qui montaient à Rungis. Du coup, c'est les camions qui prennent le couloir rhodanien. Au niveau politique, c'est pas assez... c'est pas assez énergique, quoi. Et on a des grosses catastrophes qui arrivent, comme vous dites, mais on va droit devant et il ne faut rien. Oui, mais vous avez complètement raison. C'est pour ça qu'il faut que nous tous, hein, les citoyens, nous fassions pression sur les politiques pour qu'ils agissent, en particulier pour cette histoire de transport ferroviaire. On ne comprend pas pourquoi on a laissé mourir toute cette... Ouais, là, on ne comprend pas pourquoi on a tout misé sur le
camions, alors que la majorité des camions continuent à être des camions diesel, hein, il faut le savoir. Donc, avant qu'on ait transformé toute la flotte en véhicules électriques, c'est pas demain la veille. Hein. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de problèmes. Espérons qu'on va les résoudre, mais moi je crois beaucoup à la force des citoyens, de la base, pour faire bouger les choses. Je crois que quand ça a été essayé, il y a eu une réaction en Bretagne qui a été assez forte contre ça. Les portiques qui ont été détruits en Bretagne, c'était bien pour ça. Donc là, c'est pas seulement politique, c'est aussi des lobbies qui luttent contre ça. Et c'est plus compliqué, je crois. Oui, parce qu'on voulait faire payer la taxe carbone effectivement aux camions, et c'était une très très bonne idée. Par contre, bon, il y a eu la réaction concernant l'augmentation du prix du diesel, qui était aussi liée un peu à ça, hein, c'est-à-dire qu'on voulait diminuer les véhicules utilisant le diesel, y compris d'ailleurs utilitaires. Et puis on a vu ce que ça produit. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué. Et dans l'évaluation qu'on vient de terminer, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir, parce qu'on a fait cette évaluation, on était nombreux, on était 30 hein, dans le groupe de travail, avec uniquement des experts connaissant chaque secteur. Et on a regardé ce qui se passait pour les polluants atmosphériques. On voit bien qu'il y a eu de réelles diminutions quand il y a donc eu des décisions politiques très fermes. J'évoquais hier la question du dioxyde de soufre hein, qui était émis par les usines essentiellement, mais aussi les véhicules à essence. Le fait aussi d'interdire l'essence au plomb, et ben, on voit sur les courbes, ça chute comme ça, c'est presque plus problématique. Or, le dioxyde de soufre, c'était les forêts qui étaient en train de disparaître dans certaines parties du monde, et ça, c'était pas... Donc, c'était vraiment la pollution de l'air. Et puis, pour le plomb, c'était toute la contamination, le saturnisme des enfants. Bon. Là, il y a eu des décisions qui ont été absolument autoritaires, des réglementations qui ont fait que les industriels, ils ont été obligés de se plier. Par contre, pour le diesel, on n'a pas réussi à faire en sorte... j'ai été colonel de l'environnement, je faisais partie des experts sur la table ronde santé-environnement. Ça remonte maintenant à 2008-2010, je ne sais plus. Enfin, ça fait plus de 10 ans en tout cas. On avait dit qu'il ne fallait pas développer les véhicules diesel. N'empêche que, comme ils produisaient moins de CO2 que les véhicules à essence, on a favorisé le diesel. Et maintenant, on dit qu'on ne veut plus de véhicules diesel parce que malgré tout, les particules. Voilà. Donc il y a des décisions politiques qui ne vont pas dans le bon sens aussi. C'est pour ça qu'il faut de la concertation. Et moi, je crois beaucoup au fait que cette concertation, elle doit se faire avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire qu'il faut que comme ça a été essayé là, dans le cadre pour le changement climatique, la loi sur le climat, mais qui n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'elle aurait dû être, cette concertation, elle était vraiment importante, parce que chacun peut malgré tout donner son avis. Hein. Les gens sont intelligents. Hein. Si on leur explique correctement les choses sans parti pris, ils sont tout à fait capables d'avoir une opinion et de faire des propositions, mais il faut que ça soit suivi des faits. Il ne faut pas seulement demander l'avis, puis ensuite ne rien faire derrière. Ce qui n'a pas été le cas là. Hein. Il y a eu des choses qui ont été prises en compte, mais ça n'a pas été bien traduit. Voilà, moi, ce que je veux dire, avec une expérience de 40 ans de travail dans le domaine. Bonsoir. Merci pour votre propos qui était aussi très très concis et complet. Par contre, je reviendrai sur la pollution qui vient des pesticides. C'est vraiment une catastrophe parce que on a écrit que les pyréthénoïsines de synthèse étaient une catastrophe pour tous les insectes et en particulier pour les pollinisateurs. On a dit que le glyphosate, c'était une merde finie, mais les agriculteurs, on les entend dire aujourd'hui, oui, mais on n'a rien pour remplacer. J'étais conseiller agricole, avant le glyphosate, on utilisait d'autres désherbants, et on utilise encore ces désherbants. Le seul problème, c'est que le glyphosate n'est pas cher et facile d'emploi. Sinon, si on devait effectivement remplacer le glyphosate, on a des solutions. Mais le discours en ce moment est
à mon avis, grave, parce qu'on donne des prétextes pour continuer à utiliser des produits qui sont néfastes. Et je vais venir sur un dernier produit, ça va vous paraître bizarre, c'est le cuivre. La bouillie bordelaise, on l'utilise beaucoup, et en particulier on l'utilise en bio, parce que c'est une substance qui permet de lutter contre des maladies. Sauf que le cuivre, il descend dans le sol, et quand il descend dans le sol, il détruit toute la vie fongique du sol. Donc il faut... Pardon ? Oui, on commence à le limiter, mais oui, à 4 kg par hectare. Bon, mais la moyenne d'utilisation de produits phytosanitaires en France, c'est le 4,4 kg hectare, je viens de le vérifier, et c'est 100 000 tonnes utilisées chaque année. Vous avez dit tout à l'heure, on va vers une diminution de 50%. Excusez-moi, mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne qui dit. Oui, mais je suis allé il y a au moins 10 ans à une réunion d'agriculteurs ici qui disaient on va réduire de 50%. Et en disant on n'a pas réduit de 50%. Mais je suis complètement d'accord avec vous, mais complètement. Je disais que j'avais fait partie des experts au relais de l'environnement, dans la table ronde santé-environnement. On avait demandé déjà, là, donc ça fait plus de 10 ans, on avait demandé cette réduction de 50%. Il y a eu le premier plan éco-phyto qui devait aller vers ça, deuxième plan éco-phyto à nouveau, et on sait quelle est la situation. L'Europe a repris ça, parce qu'il faut voir le lobbying au niveau de l'Europe, hein, avec donc les firmes allemandes en particulier, Bayer et autres, qui interviennent au plus haut niveau hein, pour faire des pressions et éviter les classements et tout ça. Mais bon, il y a beaucoup de pesticides, en particulier d'insecticides, qui ont été interdits, hein. Donc heureusement, hein. Mais qu'on retrouve quand même encore, parce que c'est les persistants, le lindane, pour ne pas le nommer, le DDT même, bon, il y a la trazine avec les herbicides contaminants, donc les nappes phréatiques, etc. Il y a tout ça. On a, ne parlons pas pour les Antilles de la chlordécone, qui est une vraie catastrophe, et les Antillais ont raison de se lutter pour être indemnisés. On savait que ça avait des répercussions sanitaires. Mais donc c'est compliqué. Moi, j'aime pas l'agro-bashing. Hein. Je l'ai dit, j'étais auditionné il n'y a pas longtemps au CESE et je l'ai dit. Hein. Alors, donc, il y avait des associations qui n'étaient pas... Le CESE, c'est le Conseil économique, social, environnemental. Alors, on s'occupe beaucoup de la santé-environnement en ce moment. Il y a l'Assemblée nationale qui a fait une mission d'enquête, le Sénat, le CESE, il y a je ne sais pas combien d'inspections générales, où je suis auditionnée à chaque fois. Alors il faut voir ce qu'il en sortira, espérons qu'on aille dans le bon sens. Mais bon voilà, donc il y a une... Vous avez raison, mais il faut aussi aider les agriculteurs à changer. Moi je pense que c'est avec la compétition internationale, on ne peut pas non plus les laisser seuls se débrouiller avec ça. Je le crois vraiment profondément. Hein. Et que donc il faut aller vers autre chose, mais c'est là encore l'importance de la politique pour permettre que cette évolution elle se fasse de façon coordonnée. S'il n'y a que les agriculteurs français qui décident de changer de pratique et qui forcément ça va coûter plus cher, et ben comment vont-ils pouvoir résister? Moi je le crois vraiment ça. Je vous le dis alors que je connais très bien les impacts des pesticides sur la santé, j'en ai pas parlé du tout. J'avais proposé de faire d'ailleurs une fois une conférence là-dessus. Il y a d'ailleurs un rapport de l'INSERM qui vient de sortir, une expertise collective, vous pouvez aller la voir sur le site de l'INSERM, qui vous montre toutes les pathologies qui sont associées, en particulier chez les enfants, à l'utilisation. Bien sûr, tous les enfants des agriculteurs ou des riverains, ils ne vont pas avoir des leucémies, c'est pas vrai ça, mais bon, il y a une augmentation du risque. Voilà. Donc il faut faire quelque chose, c'est vrai, mais de façon coordonnée. C'est pour ça que peut-être que le projet de l'Europe, là, si il est réellement mis en place, ce qu'on appelle le Green Deal, j'avais prévu d'en parler un peu, mais ça aurait été trop long. Et ben, s'il se met en place avec une bonne coordination au niveau des pays européens, on a peut-être une chance d'avoir une meilleure agriculture. Mais je suis complètement d'accord avec vous hein, là-dessus. Et tous mes collègues aussi, d'ailleurs, ceux qui travaillent sur le sujet. Le développement de nouvelles techniques, parliez du numérique et
des problèmes que cela va poser. Il en a été toujours ainsi. Toutes les fois qu'on a découvert, qu'on a mis en route quelque chose, les produits radioactifs, regardez Marie Curie. Hein? Bon, Dieu seul sait le bienfait que cela a apporté, mais combien elle l'a payé. Hein? Et tout ça, c'est parce que je crois qu'au début, on ne maîtrise pas, on ignore, comme actuellement, on ignore quelles seront les répercussions. On n'a pas assez de recul pour mesurer les avantages et les inconvénients, donc on va un peu à tâtons. Mais il faut avancer. Oui, vous avez aussi complètement raison. C'est ce qu'on On demande. le fait. On le fait. Oui, c'est ce qu'on demande pour les experts. On demande que, avant de mettre sur le marché de nouvelles technologies, je pense par exemple à la 5G, là qu'on commence à installer, on ne sait absolument pas quels sont les impacts sanitaires de la 5G. Encore la première génération de 5G, on pense que ça va être que pour la 4G, à peu près, mais donc la génération suivante, on ne sait absolument pas quels vont être les effets des gammes d'ondes électromagnétiques qui seront utilisées. Donc on a été interrogé là-dessus, et on a dit il faut absolument des études en amont pour ne pas avoir ce qui s'est passé pour, je pense, la question des nanoparticules, là, où pour les nanotechnologies, on a commencé à se poser des questions sur les risques, alors qu'on avait déjà partout. Là, on a demandé, mais à nouveau, la pression des lobbies est telle qu'on voit qu'on installe des pylônes 5G partout. Et que donc, l'avis des experts, y compris dans CES, que j'évoquais, qui a la charge de ces évaluations-là, au niveau national, et donc le niveau aussi européen, puisqu'il y a dans chaque État, il y a ce type d'agence. Et puis en plus, il y a une agence européenne qui s'appelle l'EFSA, et qui, pour l'alimentation, et l'ECA pour tout ce qui concerne les radiations, les produits chimiques et tout ça. Et bien, donc, malgré tout ça, eh bien, on n'a pas été entendu. Et le développement se fait. Donc c'est aussi un problème. Et c'est vrai que je pense que, d'abord, il faut une meilleure information des citoyens. On voit bien qu'à travers les médias, ça peut se faire, mais c'est souvent orienté. Donc il y a les informations à charge, ou bien les informations qui montrent que les beaux aspects de la chose. Il faut que ça soit vraiment une information la plus, disons, transparente possible. Et puis ensuite, pousser pour qu'on voit si la nouvelle technologie en question, elle va vraiment apporter quelque chose. Donc dans mon expérience des discussions avec toutes les parties prenantes, il y a en particulier sur donc les nanoparticules, on a travaillé sur le dioxyde de titane, c'est-à-dire le pigment blanc qu'on a mis partout dans l'alimentation, en particulier dans les bonbons, et donc pour faire en sorte qu'il soit interdit, parce qu'il a fini en France par être interdit, dans les pâtisseries, dans les bonbons, l'argument qu'on a utilisé, est-ce que c'est utile ? Aucune utilité, sinon pour faire en sorte que les enfants mangent plus de sucreries, parce que ça donne un aspect donc brillant, en surface, les draps gélifiés, tout ça. Donc est-ce que c'est utile? Non, c'est pas utile. Eh bien, donc il faut prendre en compte cette notion, et c'est les ONG qui disent ça. On met, en même temps qu'on fait de l'évaluation du danger, du risque, on fait une évaluation utile-futile. Utile-futile. Voilà. Alors, donc, quand on dit ça face aux industriels, ils disent c'est impossible de faire une évaluation de ce type. Comment vous pouvez dire si ça sert à rien? Ben oui, le dioxyde de titane dans les bonbons, ça ne sert à rien. Donc, on l'élimine. Voilà. Et donc, il faut aussi avoir des arguments de ce genre. Et puis, travailler en amont pour faire cette évaluation des dangers. C'est ce que l'Europe est en train de faire. Donc, il y a un changement. Là, dans la dernière réunion qui s'est passée en France, là à Paris, au ministère de l'Environnement, sur les produits chimiques, donc de l'avenir de l'Europe, et en particulier pour les produits chimiques, là, il y a des propositions vraiment importantes qui ont été faites. Cette réduction de 50% des pesticides, un GIEC sur les produits chimiques pour faire donc l'évaluation non plus seulement du risque mais aussi du danger. On le fait, mais on prend toujours en considération, je ne sais pas si vous voyez la différence donc, entre danger et risque.
on prend toujours, et c'est ce que veulent les industriels, donc l'évaluation du risque. Même si c'est dangereux, un pesticide par exemple, si l'agriculteur est parti pas parfaitement protégé, bon, il n'y a pas de risque. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Voilà. Comme je suis un peu plus âgée que vous, j'ai ce bénéfice. Pas sûr du tout. J'ai ce bénéfice-là. On nous parlait déjà des grandes épidémies qui arriveraient sans doute. Oui, c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, bien sûr, mais avant, il suffit de se rappeler. On ne se rappelle pas, mais on a dit. Il y avait la grippe qui avait, à la fin de la Première Guerre mondiale, qui avait plus de morts que la guerre allemande, et qui était sans doute d'origine, sans doute un coronavirus, comme ça, la grippe dite espagnole, qui n'était pas du tout espagnole. Non, juste ce que je constate, encore une fois, félicitations pour ce diaporama et vos commentaires, c'est très très intéressant et élucidant. Moi, ce que je constate, c'est que on connaît les problèmes. Il y a des gens, il y a des experts tels que vous qui les connaissent, les maîtrisent et les fouillent, développent. Donc on a le savoir, la connaissance, même s'il y a encore des coins d'ombre, j'imagine, c'est jamais fini. Et par contre, en face, on a des gouvernements qui ne s'entendent pas, alors que les problèmes, comme vous l'avez maintes fois souligné, sont internationaux, à moins qu'on me démontre, comme pour le nuage de Tchernobyl, vous vous rappelez, qu'il ne franchit pas les frontières et qu'on peut vivre en France sous une cloche, vous voyez, bien à l'abri de tout le reste. Vous avez démontré le contraire, ne serait-ce qu'avec le développement de l'ambroisie et du moustique tigre. Donc on est dans un monde global. C'est ce que nous prouvent ces virus et tous ces moustiques. Il y a du commerce, il y a du transport et avec eux tout ce qui va en bien et en mal. Voilà. Par contre, on a ces gouvernements d'une part et on a, vous l'avez maintes fois répété, des lobbies qui sont plus puissants que les experts et tous les savants du monde. Oui, c'est vrai. C'est un constat qui est évident. Il ne faut pas être trop pessimiste quand même. J'ai vu, parce que j'ai commencé, parce que je suis universitaire, moi. Donc j'ai fait deux thèses, enfin, bon, comme on faisait à ce moment-là, thèse d'État, ensuite créer un labo sur ces domaines-là. La santé environnement, on était parmi les premiers à faire ça en France, en particulier pour la pollution de l'air. Et donc, à côté de ça, j'ai commencé assez tôt à faire de l'expertise. Je me suis rendu compte quand même des évolutions, parce que j'ai fait partie, dans les années, au début des années 90, ça remonte à un peu de temps, de ce qu'on appelait à l'époque la commission des toxiques, ça voulait tout dire. C'était là qu'on faisait l'évaluation des pesticides, enfin, on les appelait produits phytosanitaires, mais enfin, c'était les herbicides, les insecticides et les fongicides. Et puis on a aussi un petit peu les engrais, mais surtout ça. Bon, il y avait là, le lobby, il était dans la commission. Dans la commission, il y avait un représentant de l'UIPP, ceux qui connaissent le domaine, c'est-à-dire l'Union de protection des plantes, c'était le président, donc le directeur général. Le directeur général assistait à toutes les réunions. Il n'avait pas le droit de vote, quand même, mais il écoutait tout ce qui était dit. Alors on était nombreux, on était une bonne quarantaine, mais il y avait aussi des directeurs de cabinets d'études qui faisaient des tests pour l'industrie et qui étaient là aussi. Maintenant, c'est fini ça. C'est plus possible, c'est plus comme ça. Mais ce qui s'est passé, donc cette commission a disparu, elle a été transférée à cette agence, l'ANSES, qui s'occupe aussi de l'alimentation, de l'environnement, de la santé animale, du travail aussi. Et ce qui n'est pas bien, donc à l'ANSES, dans les commissions, il n'y a que des experts publics. Il n'y a pas d'experts privés. Les experts privés n'ont pas le droit d'avoir, ne peuvent qu'être auditionnés. Donc ils n'ont pas de droit de discussion, de vote. Mais l'ANSES évalue les dossiers sur les produits phytosanitaires et donne les autorisations de mise sur le marché. Et ça, c'est pas bien du tout. Il faut séparer, absolument, à la fois l'évaluation du risque, la gestion du risque.
C'est ce qu'on fait, nous, au Conseil de santé publique, surtout. On ne s'occupe pas des pesticides, mais par exemple, pour les contaminants des sols, on vient de travailler sur les sites et sols pollués. Donc, toute l'évaluation du danger, l'évaluation de risque, c'est l'ANSES et Santé publique France qui l'a fait. Et nous, à partir des données qu'on reçoit, eh bien, on fait de l'évaluation de risque. On dit au pouvoir public, voilà ce comment il faut faire pour traiter telle et telle question. Et ça, c'est bien. Mais ensuite, il faut que les pouvoirs publics mettent ça en œuvre. Ça ne suffit pas de dire. Et le problème, c'est que l'avis, c'est ce que vous avez évoqué, l'avis des experts, malheureusement, n'est pas suivi. Il peut être suivi, mais à condition de ne pas trop déranger le bon fonctionnement de l'économie, et en particulier de l'industrie. Donc le développement, on ne peut pas imaginer qu'on va avoir un développement qui va continuer à l'infini. Continuer encore pendant des heures de discuter de tout ça. Juste deux questions pratiques. Si vous n'avez pas parlé de la pollution sonore et de la pollution lumineuse. Vous avez raison, non. C'est vrai que mais je ne peux pas tout aborder. La pollution sonore, on sait que c'est un impact tout à fait important. Là, c'est pris en compte dans le dernier plan national santé-environnement, le PNSE4. Ce n'était pas assez pris en compte dans le passé. Là, il y a vraiment une prise en compte de ça, avec des actions bien précises. On sait ce qu'il faut faire, hein, mais c'est toujours pareil. Ensuite, il faut mettre en place les actions pour limiter ça. Et la pollution lumineuse, c'est encore plus compliqué, ça. Et la pollution sonore, il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Moi, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à ça, moi je vous dis, constituez-vous en association, ou bien allez vous rejoindre des associations nationales, et puis faites pression sur les collectivités. C'est comme ça qu'on peut agir. Moi, je voulais revenir tout à l'heure par rapport à la biodiversité. Vous en parliez tout à l'heure, vous abordiez plusieurs sujets. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est la prédation. On retrouve dans toute la biodiversité, à chaque fois, quand on prend un petit peu de recul avec ça, quelque chose qui est très simple, et je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent compte depuis longtemps, c'est la prédation. À chaque fois qu'on retrouve un problème, tout à l'heure on parlait du moustique tigre, et bien à chaque fois, quand on regarde bien, en fait, c'est un problème de prédation. Parce que le moustique, un exemple, il y a de moins en moins d'oiseaux, il y a de moins en moins de chauves-souris, on en parle. On parle d'avions qui projettent des pesticides pour éradiquer le moustique, pour trouver des solutions, tout ça. Alors qu'en fait, on a simplement à se dire, mais on est arrivé, petit homme qu'on est, on a pris plusieurs maillons de la chaîne, on a fait notre sauce, on a fait du fric, comme on dit, hein, et derrière ça, on n'a pas fait attention que, avec cette histoire de fric, on a enlevé des oiseaux, on a enlevé un exemple tout bête, les libellules. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle qui sont au courant. Les libellules, c'est un des très très gros prédateurs de moustiques. On pense tout à l'heure vous en parliez, vous disiez l'eau, c'est un vecteur de moustiques, oui, mais c'est un vecteur de moustiques parce que derrière il n'y a pas de prédation, parce qu'il est tout seul et qui monte. Alors que si demain on remet en place toutes les zones humides, qu'on crée des mares, qu'on recrée tout un biotope, et je peux vous dire qu'il n'y aura pas besoin de pesticides pour tuer les moustiques. Hein. C'est tout à fait vrai. Là, je n'ai pas pu en parler, puis c'est pas pour mon domaine, mais quand même, dans tous les textes, parce que Dieu sait s'il y a des choses en ce moment qui sortent sur cette question, quand on parle effectivement d'effondrement de biodiversité et donc d'impact sanitaire en contrepartie, cette question est directement abordée. Le fait qu'on va détruire certains maillons de l'écosystème et que du coup, la boucle, je n'ai pas eu le temps bien sûr de tout détailler, mais j'aurais pu le faire avec aussi bien le moustique effectivement qu'avec les tiques, mais aussi avec les pathogènes, hein, c'est exactement pareil. Le fait qu'il y ait ces transferts directs donc vraisemblablement d'un réservoir à chauve-souris à l'homme, c'est parce que il y a sans doute que les prédateurs de chauve-souris, ils n'étaient plus là, qu'il y a eu ce contact ensuite qui a pu se faire, par exemple.
Et vous avez raison, pour les moustiques, ça a été détaillé, j'avais lu une publication qui disait exactement ce que vous venez de dire. En particulier, si ça vous intéresse, il y a un chercheur de Montpellier, c'est l'université dans laquelle travaillait notre collègue hier, qui s'appelle Jean-François Guégan, qui est un spécialiste de ces questions-là. D'ailleurs, vous pourriez lui dire de venir, alors là, il n'est pas loin. Hein. Jean-François Guégan, c'est un des spécialistes donc au niveau international de toute cette question des maladies émergentes et des maladies vectorielles. Hein. Et il a, pendant la période donc de 2020-2021, avec des collègues au niveau international, il a écrit je ne sais combien d'articles, dont des articles un peu généraux, exactement sur ce que vous venez de dire. Ah ben, donc lui, pourquoi est-ce que c'est pas... on est les uns les autres quand même parmi les gens que les politiques écoutent un peu. On dit, moi je me dis plutôt la pollution de l'air, toutes ces choses-là, mais lui, c'est les maladies vectorielles. Et on ne peut pas dire qu'on ne nous écoute pas. Le problème, c'est qu'ensuite, ça se traduit en action. Donc, si je peux apporter un témoignage, en tant que viticulteur, il y a 2 actions qu'on mène en ce moment, enfin, depuis déjà plusieurs années. Donc déjà, on s'est aperçu, on voulait tuer les araignées rouges hein, qui attaquent les feuilles et qui empêchent les raisins d'arriver à maturité. On s'est aperçu qu'en mettant des insecticides donc, qui tuent les araignées, on tue aussi leurs prédateurs, donc qui sont des typhlodomes. Et ceux qui ont les yeux bleus, ceux-là. Donc les araignées sont rouges et ceux-là ont les yeux bleus. Et on a cessé de mettre ces insecticides, et du coup, c'est revenu. Les araignées rouges ont disparu, la population s'est régénérée, et l'équilibre s'est fait. Donc on n'a plus besoin de lutter à ça. Le deuxième exemple, c'est celui qu'on met de plus en plus maintenant, un peu moins dans l'autre, mais par exemple en Dordogne, la Chambre d'agriculture l'a fait, elle a fait des actions de diffusion de nichoirs à chauves-souris, justement, pour lutter contre les insectes, donc des insectes ravageurs comme le démis ou tout ça qui pondent sur les grains. Donc on a besoin de mettre de moins de produits phytosanitaires pour éliminer justement des ovocides et des choses comme ça. Donc ça de plus en plus. Et en viticulture, on le fait de plus en plus. Et voilà, donc... Mais là, donc c'est important ce que vous venez de dire. Là, oui, mais je vais continuer sur ce qu'il vient de dire. Je fabrique de l'huile d'olive, je ne fais pas la pub. Et j'ai donc des oliviers. Et mon but, c'était de ne jamais traiter contre la mouche de l'olive. Pour ceux qui ont des oliviers, ils savent ce que c'est le pyrénée. Et j'essaye de trouver des solutions. Alors, il y en a une qui est connue depuis les Grecs, c'est l'idule visqueuse. C'est une plante qu'on met dans les îles oliveraires. Et cette plante, elle est dégueulasse, elle pue, elle n'est pas jolie, etc. Mais peu importe, elle héberge un tout petit insecte, un hyménoptère qui fait moins d'1 millimètre pendant tout l'hiver. Et cet insecte va pondre ses œufs dans les œufs de la mouche de l'olive. Sauf que, si je veux que ces insectes puissent se développer en tant que prédateurs, je ne peux plus faire strictement aucun traitement. Même avec des produits qui sont dits comme acceptables en biologie. Parce que ces insectes sont tellement fragiles qu'on ne peut pas faire une quelconque intervention avec un produit, même un herbicide ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement, revenir à des prédateurs, et ça fait longtemps que j'en ai entendu parler, c'est excellent, mais c'est très, très compliqué. Juste une chose, on les appelle, nous, des auxiliaires. En même temps, si on fait une prédation naturelle, ben, qui va vendre les produits phytosanitaires? C'est là que c'est qu'à un moment donné, c'est le but de tous ces groupes, c'est pas qu'on guérisse, c'est qu'on n'ait plus de cancer, qu'on n'ait plus de maladie. Sinon, comment ils vont vivre après tous ces groupes? Il y a un moment donné, il faut... Vous voyez, directement, il y a ça. Oui, voilà. Je garde, moi, je pense qu'il faut garder quand même l'espoir par d'une évolution. On l'a vu, l'évolution. Hein. Pour ceux qui ont suivi ça sur 40 ans, on voit bien que malgré tout, il y a une perception du public qui est de plus en plus forte sur toutes ces questions. Beaucoup moins d'acceptabilité de situations qui sont
absolument normales, comme toutes celles qu'on a pu évoquer. Bon, il faut voir quand même qu'il y a eu une prolongation, ce que disent souvent d'ailleurs ceux qui sont, quand ils entendent des discours comme les nôtres, ont tendance à dire oui, mais vous ne vous rendez pas compte, l'augmentation de la durée de vie de la population, ce qui est vrai. Donc on est parti d'assez loin. Bon, l'invention en quelque sorte du phytosanitaire, ça a été après la Seconde Guerre mondiale pour permettre de nourrir la population humaine en évitant donc justement en développant l'agrochimie et donc du coup des rendements beaucoup plus élevés. Mais quand on sait d'où viennent les produits qui ont été recyclés pour faire en particulier les insecticides, il faut savoir que pour la majorité, ils venaient d'armes de guerre qui avaient été développées après la Première Guerre mondiale et surtout par les Allemands, qui ont en fait recyclé certaines molécules pour en faire des insecticides. Pas trop les herbicides, mais les fongicides et les insecticides, oui. Les organochlorés, plutôt les organophosphorés, c'est ça. C'est donc le détournement des gaz comme le gaz sarin et des choses comme ça. C'est pour ça, après, on s'étonne que ça soit dangereux. Donc, voilà.